direct. Donc nous reprenons notre sujet. Aujourd'hui, donc nous allons parler de la mise en place d'une chaîne pan-arabe. Alors peut-être que vous l'avez sûrement entendu, surtout en Égypte, les médias étrangers sont contre les pays arabes. Les médias étrangers sont dans un espèce de complot contre les États arabes. On l'entend beaucoup, surtout après l'avènement du printemps arabe dans la région. Alors c'est vrai qu'il s'est avéré peut-être que les médias étrangers, peut-être analysant de leur point de vue la situation, ne comprenant pas les différents enjeux intrinsèques donc dans différents pays, puisqu'au fond on est tous différents. Peut-être il s'est avéré qu'il y ait des analyses ou des opinions erronées, que ce soit pour une ligne éditoriale ou pour condition d'une ligne éditoriale ou pour autre chose. De toutes les façons, on le sait bien que les médias ou un journal ou un média fait partie d'une équipe, fait partie d'une idéologie, d'un parti politique. Donc ce n'est pas dramatisant, mais le plus important est de savoir comment répondre en fait à ces médias. Et c'est là où on va se demander, est-ce que les pays arabes, les pays de la Ligue arabe, les pays de la région arabe, si vous voulez, peuvent mettre en place une chaîne pan-arabe multilinguiste, donc différentes langues, et internationale, puisque c'est ce qu'on appelle un international broadcaster, donc qui va diffuser dans le monde entier, le point de vue, la réalité, l'analyse de ce qui se passe sur le terrain de la région. Mes invités sont Aïk Akram, vous êtes Aïk Zalat, vous êtes artiste et acteur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Dr Kamel Gadallah, vous êtes professeur à l'université d'El Azhar. Bonsoir. Oui, c'est bonsoir. On est plutôt en pleine soirée. Donc voilà, la première question que j'ai envie de poser, pour faire une chaîne pan-arabe, au fond, il faudrait que les dirigeants arabes se mettent d'accord déjà, mais on connaît tous la légende. Les Arabes se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord. C'est le dicton qu'on dit ici. Est-ce qu'après, justement, le printemps arabe et après tous ces changements radicaux dans la région, que ce soit dans les systèmes politiques, que ce soit dans les mentalités, même si c'est encore peu visible, est-ce qu'après tout ça, les choses évoluent? Je commence par vous, peut-être. Je pense qu'il y a une possibilité, il y a même une chance pour que cela arrive, mais pas dans les médias, puisque selon le printemps arabe, les divers pays où il y a eu ce changement ne sont pas tous sur le même diapason, au niveau de l'évolution, du changement, de la progression et de l'adaptation d'une nouvelle politique. Donc forcément, ça ne pourrait pas se faire demain, ni peut-être dans un an, mais dès que les pays arabes se seront stabilisés, politiquement, intérieurement, civiquement, constitutionnellement, peut-être bien qu'ils se rendront compte qu'il est temps qu'il y ait une force pan-arabe qui est en dehors de la politique, puisque dans la politique, il y a déjà beaucoup de diversions. Et il y a énormément de malentendus, du fait qu'il y a des pouvoirs et qu'il y a des positions entre les pays qui, à chacun, veut mener la barque. Oui. Et forcément, c'est très difficile d'accepter cela, parce qu'il y a quand même une vérité qui est la vérité de la palisse, et je le pense profondément. L'Égypte reste le pionnier des pays arabes, non pas parce qu'il a 90 millions d'habitants, parce que c'est l'Égypte. Et l'Égypte a toujours été l'Égypte. Et les Arabes sont venus après l'Égypte. Les Arabes ont été connus après l'Égypte. L'Égypte a une histoire, elle a un passé, elle a une vérité, elle a une réalité. Tout ce qui lui manque, c'est plus d'organisation, plus de rattachement au pays lui-même, plus d'amour à cet avenir pour les générations qui viennent après cela, et évidemment beaucoup plus de culture et d'intérêt de vouloir savoir, comprendre, et non pas imiter et copier et faire comme les autres. Je vous pose la même question, Dr Kamal. Je ne sais pas pourquoi on a besoin d'une chaîne pan-arabe, premièrement, parce que, en fait, dans votre introduction, je suis tout à fait convaincu que ce n'est pas
en fait, votre point de vue, mais je crois que vous présentez ce qu'on dit tout le temps. Il y a des complots et les chaînes étrangères sont tout à fait contournants. On cherche à nous, je ne sais pas quoi, plier. Je suis là pour montrer l'opinion de la rue aussi. Oui, c'est l'opinion de la rue, mais malheureusement, c'est presque 90%. C'est un point de vue tout à fait fou. Ce n'est pas la vérité, parce que là-bas, en Occident, qu'est-ce qu'il y a? Il y a premièrement ce qu'on appelle le professionnalisme. Ils font leur travail. Si, par exemple, dans le monde arabe, il n'y a pas de transparence, on n'est pas en fait direct, on n'est pas tout à fait correct, on n'est pas, par exemple, limpide, on n'est pas lucide aussi en même temps. Il y a, si vous voulez, cette mentalité archaïque qui gouverne sur la scène. C'est la raison pour laquelle on a toujours peur de tout ce qu'on dit. Mais par exemple, vous avez CNN, TF1, vous avez par exemple même plusieurs agences médiatiques, de la presse, et des chaînes télévisées et tout ça. Donc, ils font leur travail avec beaucoup de professionnalisme. Donc, c'est d'une part. Ça, c'est bien entendu. Dans mon introduction, je n'ai pas dit que les journalistes étrangers manquaient de professionnalisme, loin de là, et je ne me permettrai jamais de critiquer le travail de mes collègues. Mais ce que je disais, c'est que les opinions des journalistes donc, qui sont étrangers, peut-être qui n'ont pas connaissance de l'histoire du pays, qui n'ont pas connaissance de la mentalité... Ils sont très bien au courant de ce qui se passe. Ils ont des centres d'analyse. Et ils font des études tout à fait soigneuses, c'est d'une part. D'autre part, pour aller plus loin en fait dans le sujet, pourquoi on veut par exemple une chaîne pan-arabique ou bien pan-arabiste, si vous voulez, parce que c'est le pan-arabisme qui était l'obsession au temps de Nasser maintenant, il y a une sorte de morcellement de pays arabes, même un morcellement... Ce sera une occasion de réunir tout ça. Non, ce n'est pas une occasion parce que c'est l'absence de la volonté. Vous venez de parler par exemple de printemps arabe, il n'y a pas de printemps arabe. Le printemps arabe, il était en fait... elle était l'ambition de jeunes et les gens maintenant sont tout à fait écartés de la scène politique dans tous les pays arabes. Il n'y a que les anciens leaderships, soit par exemple dans le pays de Golfe, soit par exemple en Égypte avec le retour de tout le composant de l'ancien régime de Moubarak, aussi dans d'autres pays arabes, par exemple, vous avez un président dans un pays qui est presque paralysé, un autre président dans un autre pays qui a dépassé le cap de 80 ans, vous avez toutes les anciennes figures. Ils n'ont pas l'intention de disparaître, et raison pour laquelle les jeunes n'ont pas d'opportunité de monter. Donc, pour avoir quelque chose de commun entre les Arabes, il faut la volonté. La volonté, c'est la jeunesse, et la jeunesse n'a pas encore eu la chance de jouer son rôle. La jeunesse, vous pensez qu'elle sera capable de faire ce que les anciens n'ont pas fait? Si oui, pourquoi? Oui, pourquoi pas? Il faut commencer, il faut essayer et on pourrait par exemple échouer, on pourrait réussir, mais aussi les grandes figures, avant d'être grandes figures, elles étaient encore mineures, pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour le monde arabe? Le monde arabe maintenant, par exemple, maintenant j'étais passé 45 ans. Et dès que j'étais enfant jusqu'à présent, on va toujours de pire en pire. De pire en pire, vraiment. Nous avons par exemple une Ligue arabe qui était relativement respectable. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Presque rien du tout. Nous avions des ambitions et des rêves que le pays arabe puisse par exemple se rejoindre à la caravane de progrès mondial comme les pays d'Europe. Maintenant, tous les rêves se sont évaporés aussi sous le joug des anciens leaders qui sont encore au pouvoir. Vous avez par exemple quelqu'un comme Abdallah Saleh qui était un président pour des décennies. Maintenant, après son départ, qu'est-ce qu'il fait lui-même? Il fait le chaos, même l'anarchie. Pourquoi? Parce qu'il lamente très bien son règne paradisiaque pour lui, c'est pas pour c'était infernal pour son peuple. Donc, si vous avez besoin d'une chaîne arabe, oui, je suis d'accord. Mais quelle chaîne? Pour quel, par exemple, programme et pour quelle vision et mission? C'est ça le problème. Est-ce qu'une chaîne arabe qui va se charger, par exemple, de défendre les régimes arabes à tort ou à raison? Ou bien s'agira-t-il, par exemple, des chaînes arabes qui pourraient représenter effectivement les Arabes? Parce que, par exemple, excusez-moi d'allonger un peu, mais par exemple, ce qu'on a dit en Europe, après l'expédition de Bonaparte en Égypte et en Syrie, on a dit que les orientalistes nous ont présenté un Orient tout à fait chimérique et illusoire, fictif plutôt, mais ce n'était pas comme ça la vérité. Pourquoi? Parce que les orientalistes voyageurs aussi, ils avaient des points
de passage. Il avait aussi des notables chez eux. Ils rendaient visite, mais ils ne se sont pas mêlés aux masses populaires. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on présente? On va présenter, par exemple, Je n'ai pas compris votre allusion aux orientalistes, en fait. Ah oui, parce que, par exemple, il rendait visite à quoi? Aux émirs, par exemple, aux chefs notables du pays, mais on ne se mêlait pas aux masses populaires. Exception faite pour, par exemple, Nerval, Gauthier et certaines exceptions. Enfin, oui. Donc, à part ça, il n'y avait que, par exemple, les savants, les érudits de linguistique arabe, de l'histoire arabe, donc qui fréquentaient tout simplement les bibliothèques des notables et de chefs des tribus. Mais en fait, l'Orient, effectivement, c'est-à-dire les pauvres, les misérables, les paysans, les ouvriers, n'étaient pas représentés d'une façon correcte en Europe. Maintenant, c'est comme vous, je crois, d'une chaîne arabe doit être correspondant, si vous voulez, à tout ce qui se passe actuellement. S'il y a des problèmes, il faut les mettre en valeur. S'il y a par exemple des crises, s'il y a par exemple quelque chose d'incorrect, il faut le mettre pour en ne valeur. pas trop s'évaser, vous avez beaucoup à dire, mais pour ne pas trop s'évaser, on va rester parce que tous ces points, on va évidemment en parler. Mais donc pour essayer de résumer, la question c'était est-ce qu'après un printemps arabe, est-ce que le printemps arabe dans la région, est-ce que les dirigeants vont pouvoir enfin se mettre d'accord? Votre réponse est plutôt non. Non, parce que les dirigeants ne sont pas en fait conscients de ce printemps arabe. Ils sont tout à fait contre. Mais pourquoi diaboliser les dirigeants? Non, je ne le diabolise pas. Mais pourquoi? Oui, non. Est-ce que vous croyez, par exemple, qu'ils se croient avoir tort d'être contre le printemps arabe? Non. Ils disent, ou bien ils sont tout à fait conscients que lutter contre le printemps arabe, c'est lutter contre le chaos, c'est lutter contre l'anarchie, parce que c'est la stabilité, on cherche la stabilité. De tels jeunes sont feignants, ne connaissent rien, n'arrivent même pas, par exemple, à décider le destin de leur pays, ils sont encore mineurs. Par exemple, Nazif, il a dit que le peuple égyptien n'est pas encore mûr. Vous évoquez Nazif. Nazif, ça fait depuis des années, je crois, qu'il n'est plus. Quelle est la différence? Quelle est la différence? C'est à vous de me le dire. Vous ne voyez aucune différence? Il n'y a aucune différence. Est-ce que vous voyez pas la différence entre je ne parle pas sur l'efficacité du travail, mais au moins sur une mentalité? Parce que l'efficacité du travail, ça c'est un autre débat. Je parle de mentalité. Les mentalités sont toujours les mêmes. Vous avez par exemple des responsables qui disent on est les maîtres et les autres sont esclaves. Il y a d'autres qui disent par exemple que l'enfant d'un balayeur, de quelqu'un qui parlait la rue, n'a pas par exemple le droit d'accéder. Il a été viré celui-là. C'était le ministre de la Justice. Et l'autre qui a succédé, il a dit on est les maîtres et les autres sont des esclaves. C'est franchement, et c'est déjà enregistré. Vous avez entendu ça? Oui, j'ai entendu ça, oui. Oui, de mes propres oreilles. Personnellement, je ne l'ai pas entendu, mais enfin, vous avez une réaction, Aïk, peut-être? Oui, j'ai bien écouté le docteur Kamal, c'est bien ça, Kamal? Kamal, oui, c'est ça. Kamal. Écoutez, quelque part, il dit des vérités. Oui, bien sûr. Il dit des réalités. Mais moi, je pense, au fond, quand je veux revenir sur ces points de vue, et pour ne pas diaboliser et plutôt espérer, bien que ce n'est plus de ma génération, il faut que les Arabes comprennent qu'ils doivent clairement et définitivement s'améliorer dans le sens qu'ils doivent créer des institutions de l'État qui sont séparées totalement de la politique de l'État. Or, la politique des pays arabes mène, contrôle, décide, enlève, met, programme, refuse. Donc nous sommes une mainmise en fait sur le... Voilà, une mainmise. Donc peut-être que le docteur a raison, si je me permets d'ajouter, il faut qu'il y ait des institutions totalement libres, totalement indépendantes, qui n'ont rien à voir avec la politique de l'État. Vous pouvez avoir une politique X. Croyez-vous que c'est possible? Alors, c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi? D'après ce que je pense moi, c'est parce que dans l'esprit pan-arabe, je dis bien pan-arabe, il y a une base qui malheureusement conditionne le mode de vie, conditionne la façon de vivre, conditionne l'esprit de la société, c'est la religion. Il faut séparer la religion de la vie civile. La religion est une chose propre à chacun. Chacun est libre de l'appliquer comme il l'entend. Et quand il va voir qu'autour de lui, les gens l'appliquent convenablement, il sera encouragé. Mais ce n'est pas par un moyen de dire « Ah, moi je vais prier. Ah, moi je suis la religion. » Ça ne veut rien dire. Il faut être convaincu intérieurement.
On n'en a pas besoin de le montrer. On n'en a pas besoin d'en parler. Le jour où les pays arabes et les Arabes vont comprendre que la religion est une chose, que la vie publique en est une autre, et qu'on ne peut pas vivre éternellement dans les 1000 ans au passé, ou 2, 3, 4, 5, 6 siècles au passé, et qu'il faut s'adapter au présent. Ou alors, on ne fait pas partie du monde. On se retire du monde et on dit non, nous ne voulons pas partager avec le monde, nous voulons être un continent propre à nous, dans nos esprits à nous, dans nos façons à nous, et ne rien avoir avec ni les avions, ni les chars, ni les Kalachnikov, ni les télévisions, ni les... Bon, enfin, en tout cas, tous les deux... c'est possible? C'est pas possible. Tous les deux, vous êtes d'avis différents. Donc, Dr Kama, vous voulez donc... Vous pensez que les anciens du régime sont toujours là? Bien que c'est un autre débat, mais enfin, voilà, je résume ce que vous venez de dire. Oui, je parle des anciennes stratégies. Oui. Ancien régime, ça veut dire ancienne stratégie, c'est-à-dire ancienne vision. Donc pas assez d'évolution. Oui, donc il n'y a pas d'évolution. Ça c'est une autre chose. C'est ça la question. Voilà. C'est ça la question. Si vous voulez procéder à un raisonnement plus réactualisé, donc il faut une nouvelle génération de penseurs. C'est ça la question. Peut-être votre stratégie, elle était bonne et adéquate à un certain temps, mais peut-être elle est dépassée par les événements. Pourquoi ne pas le reconnaître? Êtes-vous d'accord avec moi que cela nécessite une seule base, qui est la liberté? La liberté n'est pas appliquée. Oui, qu'est-ce que vous entendez? C'est un grand mot, ça, la liberté. Qu'est-ce que vous entendez? La liberté n'est pas appliquée. Très rapidement, parce qu'on peut rester des heures sur cette question. Malheureusement, les gens comprennent mal le mot. Le mot liberté veut dire structure, respect des lois, conditions de mode de vie, réglementation, amour du pays. La liberté ne veut pas dire je cache. C'est l'égalité quand même. L'égalité, évidemment. Entendu, le mot liberté ne veut pas dire je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Non. Le mot liberté veut dire je suis dans un environnement que je respecte, auquel je fais attention, pour lequel je me partage pour avancer, pour m'améliorer, à mesure où j'ai une structure, je suis des lois et j'ai un respect de la liberté. Pas la liberté dans le sens négatif ou dans le sens péjoratif. Non, bien entendu. Donc en fait, un changement de vision, un changement de stratégie, un changement de mentalité, c'est ce qui pourrait permettre la mise en place d'un accord déjà. L'éducation, le temps et la société, le changement, l'évolution de la société. Et pour que la société évolue, il faut que mon grand-père disparaisse. Mais moi, j'ai envie de reprendre de le dire. J'ai un petit commentaire, en fait, si vous voulez. Si vous voulez, par exemple, une chaîne pan-arabe, il faut que cette chaîne-là, prévue à se réaliser, représente scrupuleusement ce que se passe actuellement dans le monde arabe, avec beaucoup d'analyse et beaucoup d'intérêt. Mais si vous cherchez, par exemple, une chaîne qui va essayer d'embellir la réalité arabe, ou bien, par exemple, de faire une sorte de ostension, ou bien d'hypocrisie, ou bien, par exemple, de faire l'apologie du monde arabe, je crois que ça sera tout à fait absurde. Et on va en reparler, je vous assure, vous anticipez un petit peu mes questions, mais on va en reparler parce que c'est quand même un point important. Et d'ailleurs, c'est une des critiques, vous l'avez faite, et des articles notamment, d'articles étrangers l'ont faite, mais on va y revenir. Je vais reprendre juste un point que vous avez évoqué, Ike, tout à l'heure. Vous avez dit avec fierté, l'Égypte, c'est l'Égypte. C'est bien, le sentiment de patriotisme, c'est bien, mais enfin, il y a tous les pays du monde ont ce sentiment de patriotisme. Mais moi, j'ai l'impression que ce chauvinisme, j'essaie de poser la question pour qu'elle ne soit pas mal comprise. C'est-à-dire que le chauvinisme, c'est bien, mais l'excès de chauvinisme peut entraver, si vous voulez, les relations entre les autres. Si on prend par exemple la France et l'Allemagne, la France est fière de son territoire, l'Allemagne est fière de son territoire, ils se sont fait la guerre pendant des dizaines, des centaines d'années pour quelques parties du territoire, donc que ce soit l'Alsace, la Lorraine, etc. Donc c'est surtout cette région-là. Mais enfin, après la Deuxième Guerre mondiale, ces gens-là sont arrivés à se dire stop, on va s'arrêter là. Tout ça ne mène nulle part. On aime notre pays, vous aimez le vote, mais enfin on va essayer de trouver un compromis. Ils ont su relativiser ce patriotisme justement, aimer son pays certes, mais ne pas non plus se sentir le centre du monde. Et
je voulais voir, est-ce que c'est ce qui apparaît, moi je trouve quand même, pas qu'en Égypte, hein, dans les différents pays arabes, différents pays de la Ligue arabe, c'est ce qui bloque, je crois, souvent beaucoup de décisions. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Et si je me permets de citer un exemple propre à moi-même, mais qui quand même peut expliquer que je n'ai pas cet esprit de chauvinisme duquel vous parlez, moi j'ai vécu 20 ans à Paris, en France. J'ai travaillé, je me suis adapté, j'ai fait partie de la société, ma famille, mes enfants, tous vivent en France. Mais quand on me demandait, je ne disais pas « attention, moi je suis égyptien », je disais « moi je suis un oriental ». Je commençais par dire ça. C'était pour dire je ne suis pas un Européen. Je suis un oriental adapté à la condition européenne. Donc je n'ai absolument pas cet esprit de vouloir me déterminer uniquement par l'Égypte. Mais qu'on le veuille ou pas, l'Égypte reste quand même un exemple principal par rapport aux autres pays arabes, malheureusement dans l'histoire et non pas dans la réalité. Donc c'est vrai que l'histoire ne suffit pas et que la réalité est importante et que malheureusement c'est le cas. Nous ne sommes pas aussi riches que d'autres pays arabes, mais nous avons beaucoup de richesses que nous ne savons pas développer ou exploiter comme ça l'a été dans le temps. Pourquoi? Parce que justement, nous ne respectons pas, nous ne suivons pas, nous n'y croyons pas. C'est très, très important, c'est essentiel. Moi, j'ai toujours le cœur qui me déchire quand je vois, et ça je le vois tous les jours, quand je passe par Midan et Tahrir et qu'ils ont laissé de temps en temps, après qu'ils ont redécoré ce rond-point. Oui, très bien décoré d'ailleurs. Bon, qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour qu'ils laissent en plus les gens, au lieu de faire attention et d'apprécier, ils sont là à jeter dans le jardin, et les sacs, et les papiers, et les cigarettes, et se mettre sur le bord du mur. Mais ça appartient à qui? Ça appartient à eux? Ça n'appartient pas aux C'est avec l'argent du contribuable en général, ce genre de choses. Et en plus, pas de la poche des ministres. L'argent, on ne voit rien. Mais quand le gouvernement fait, vous n'acceptez pas. Vous ne considérez pas. Vous ne participez pas. Vous ne partagez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette éducation au départ, quand il y a eu ce changement de politique, et c'est la politique qui a mené la vie. Alors qu'en Europe, on peut critiquer ou en Amérique, on peut critiquer M. Obama, on peut faire de la parodie sur M. Hollande, mais on le respecte, c'est le président de la République, et lui, il n'arrête pas tout le monde, et il met tout le monde en prison, où il dit « Ah, tu parles contre moi ou pour moi ». Il y a un certain respect, d'accord, qu'il faut maintenir, ou qu'il faut essayer de respecter parce que les normes sont différentes, mais je reviens à dire que s'il y a des différences, c'est non pas à cause de la culture, mais c'est à cause de la religion. Parce que la religion, qui n'est pas la religion musulmane, elle ne dit pas le contraire de la religion. Elle dit la même chose. Qu'il faut respecter les uns les autres, qu'il faut aimer les uns les autres, qu'il faut ne pas se permettre de juger les uns. C'est pas que l'une est différente de l'autre, mais il y a eu aussi une histoire où, à l'époque, la religion chrétienne, donc, qui est la sœur de la religion musulmane, avait aussi de grandes faiblesses et évidemment de mauvaises attitudes, si je peux dire ainsi, mais ils ont évolué jusqu'à ce que l'Église s'est retirée totalement de la vie politique et de la vie quotidienne, et ils sont devenus un parti, si je peux appeler ça un parti au sens figuratif, indépendant. Vous voulez aller prier? Allez. Vous ne voulez pas prier? Vous êtes libre. Vous voulez respecter la religion? Tant mieux. Vous ne voulez pas la respecter? Votre voisin, ça ne le regarde pas. Enfin, vous savez, les religions, je pense qu'il y a eu des empires chrétiens, des empires musulmans, et puis l'empire musulman était un grand empire. Je pense pas. Et puis en plus de ça, la religion elle-même n'empêche pas, et je pense que c'est ça le plus important, n'empêche pas de profiter de l'expérience de l'autre. C'est-à-dire que un pays peut voir en son voisin, par exemple, parce que nous sommes tous différents. Hein, on n'a pas, comme on dit, on n'a pas les doigts de la main sont différents. Donc forcément, on est tous différents. Mais on peut profiter des expériences de tout un chacun. Et je pense que même quand on est très religieux ou même quand on mêle la vie, la religion donc à la vie politique, je pense que cela n'empêche pas l'autre. Je pense que c'est plutôt l'obscurantisme des esprits qui bloque les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez peut-être raison. J'en conviens à ce que vous venez de dire. Et je pense que, oui,
d'une façon plus déterminante, c'est plus logique ce que vous dites. Mais moi, j'entends par la religion et la politique, je n'entends pas la vie civique. Oui. J'entends la politique qui, elle, profite de la religion pour diriger d'une manière plus contrôlable, plus totalitaire, l'ensemble d'un pays ou d'un peuple. Et je ne parle pas de l'Égypte, je parle de n'importe quel pays. Ouais. N'importe quel pays où la religion... C'est peut-être la manipulation de la religion qui est le mal. Ouais. Mais la religion en elle-même, c'est comme vous venez de dire, mon collègue, c'est la tolérance, c'est comment respecter l'autre, comment se servir de lui, c'est comment s'ouvrir à tout le monde, comment par exemple respecter les différences, comment régler les différends d'une façon tout à fait pacifiste, comment comprendre tout ce qui se passe dans la société. Mais c'est la manipulation de la religion. Tout à fait. Et la religion, elle est manipulée, soit par exemple par des hommes politiques, oui, qui cherchent aussi à imposer leur hégémonie par le fait qu'ils sont soutenus par la religion, qu'ils représentent la religion, par d'autres courants. Ici, par exemple, il était manipulé par les frères musulmans. Maintenant, il est manipulé par le parti Nour, les salafistes, donc ainsi de suite. La religion a été l'option du peuple. C'est toujours le même jour qui se répète, mais avec c'est la même pièce de théâtre, mais toujours avec des nouveaux acteurs. Donc malheureusement c'est ça. C'est la même pièce de théâtre. Oui, c'est la même. Excusez-moi, farce. Ce n'est pas comédie, mais c'est la même farce. Oui, mais alors qu'est-ce qui empêcherait les différents pays arabes justement d'essayer de profiter de l'expérience de chacun et d'essayer de relativiser justement leur excès, je dirais, de patriotisme et essayer de coopérer ensemble? Parce qu'ils se considèrent des rivaux. Chaque pays est un rival à l'autre pays. Et on ne s'arrêtera jamais de cette mentalité-là? Oui, je vous dis comment. En fait, malheureusement, ce qui a regroupé, réuni le monde arabe à partir... Parce qu'avant l'islam, il n'y avait pas de monde arabe. Donc, c'est une vérité. Même les autres musulmans, en fait, les musulmans qui vivaient dans le monde arabe, ils ont subi la culture musulmane, avec toute sa grandeur, avec toute son ouverture. Donc, à partir au moment que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Amidine, il a formé un État, ainsi que ses califes et successeurs, jusqu'à la chute du califat à Istanbul en 1924, les Arabes, en fait, ils étaient regroupés dans une ligue, si vous voulez, peu importe la Ligue arabe, parce que la Ligue arabe, c'est une invention britannique, en fait, pour remplacer le califat, parce qu'il sait très bien que les Arabes veulent se réunir. Donc, au lieu de se réunir sur la religion, ils peuvent se réunir d'une façon quasiment politique, si vous voulez. Donc, c'était échoué. C'était l'esprit en fait dans le monde arabe. À partir de ce moment-là, tous les pays arabes ont cherché l'indépendance et malheureusement, l'occupation, qu'est-ce qu'elle a fait? Le colonialisme, elle a cherché à mettre la discorde parmi tous les pays arabes et il a morcelé par exemple le Liban de la Grande Syrie, il a morcelé la Palestine de la Grande Syrie, on l'a créé par exemple la Jordanie à titre de récompense pour certains qui l'ont aidé pendant la Première Guerre mondiale. On a commencé, par exemple, à aider, par exemple, la création d'autres États, soit petits, soit grands. Alors, à partir de ce moment, il n'y a que la concurrence, il n'y a que la rivalité, et il n'y a que, non pas le patriotisme, mais... c'est plutôt, moi je pense que vous avez dit le mot juste, espèce de compétition, de rivalité entre les pays. Au lieu de se relativiser, on cherche à se rivaliser. Voilà, donc on a beaucoup pris sur cette première question de se mettre d'accord, mais j'ai l'impression que vos opinions sont pessimistes, donc on va continuer sur... Voilà, la deuxième question que j'ai envie de poser, c'est comment imaginez-vous, bon, docteur Kamal, puisque vous êtes en train de parler, comment vous imaginez la structure administrative, essayez de vous prospecter un petit peu sur cette chaîne-là arabe, parce que pour en arabe, c'est vrai que ça fait un peu nassérien, mais enfin, moi, ce que je veux dire, c'est qui accueille tous les arabes, en fait. Mais comment vous imaginez sa structure, en fait? Comment elle doit être? En fait, premièrement, il faut que cette chaîne soit totalement indépendante de tous les régimes arabes. Elle pourrait être, par exemple, appartenant à la Ligue arabe, mais du point de vue technique, et administratif, c'est-à-dire tout à fait loin de la politique, comme par exemple la coproduction de pays arabes pour la cinématographie et tout. Il y avait toujours des coopérations entre Égyptiens, Syriens, Libanais et tout, dans plusieurs étapes. Même les Égyptiens, plein d'artistes égyptiens étaient fouillards
au Liban, dans la Syrie, au Liban et tout, au temps de Nasser, qui a nationalisé tout le cinéma et tout. Donc il y avait en fait cette sorte de coopération, mais était momentanée, occasionnelle. Maintenant, on pourrait par exemple compter sur les grandes expériences, et les grands experts en médias dans le monde arabe, sans rien avoir pour les appartenances politiques. C'est-à-dire, s'il y a eu une expérience, par exemple, dans une chaîne comme Al Arabiya, même comme Al Jazeera, pourquoi pas, vous avez, par exemple, oui, des remarques à émettre contre le contenu. Vous ne pouvez pas, par exemple, contredire qu'il s'agit d'une chaîne qui a de grandes possibilités du point de vue technique. Ouais. Je ne parlais pas de contenu, mais du point de vue technique. Eh ben, ça me permet de poser une question, et préparez-vous parce que je vais vous la poser aussi, Ike. Si elle est indépendante du côté des pays, si elle est indépendante des États, qui va la financer? Puisqu'il faut bien des moyens. Mais pourquoi, par exemple, adoptons-nous tout le temps, par exemple, le dicton anglais, le proverbe anglais, who pays the player choose the melody. Donc, je crois que ce n'est pas correct, cela. On finance, c'est seul le peuple qui va financer la chaîne. Est-ce que vous croyez, par exemple, que même un grand prince ou bien un roi de n'importe quel pays arabe, un président, lorsqu'il finance quelque chose d'intérêt public, c'est de sa propre poche. C'est son argent du pays, du peuple. Donc, il faut financer sans, par exemple, conditionner des conditions bien exigées, des conditions préalables et requises pour qu'on finance. On finance pour l'intérêt du monde arabe. Donc en fait, une espèce de redevance télé comme on fait en France. Normalement. Ouais, Ike. Ben, imaginez-vous la structure, encore une fois. J'abonde dans le sens du docteur, mais je peux j'ai des invités qui sont d'accord aujourd'hui. Qui malheureusement est une vérité. Ouais. On a voulu faire une institution pan-arabe dans un pays autre qu'un pays arabe, et ça n'a pas donné le résultat escompté. Ça n'a pas pris l'évolution que ça aurait dû prendre. C'est l'Institut du monde arabe. Oui. L'Institut du monde arabe, qui est en France, qui était supposé être à part égale financé par tous les pays arabes, il est soutenu uniquement par la France, en majorité. Mais d'après moi, l'Institut du monde arabe a évolué, mais il n'a pas évolué comme il aurait dû évoluer. Il ne s'est pas propagé en Europe comme il aurait dû se propager. Il n'a pas pris cette assise aussi importante, malgré que le financement vient des pays à l'institution même qui est indépendante, puisque son président est français et c'est la condition. Mais la direction appartient à la Ligue arabe. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est la politique qui a en fait abîmé toujours le travail technique et professionnel. C'est ce que je voulais dire tout en ne le disant pas, mais le docteur l'a dit. Oui, très audacieux. Nous tournons en rond. Malheureusement, nous avons, au Moyen-Orient, nous sommes encore conditionnés. Nous n'avons pas la liberté de l'esprit, de la pensée et de l'action. Nous avons la liberté de parole, mais qui ne sert à rien. Alors que ce n'est pas parce qu'on ne nous la donne pas, c'est parce que nous n'avons pas encore évolué comme l'Europe. Et je pense que la raison basique de cette évolution n'est pas seulement la culture. La culture est essentielle. Mais quand vous comparez l'Europe et les pays d'Europe et leur organisation et leur système, alors qu'ils ont aussi des défauts, c'est qu'ils ont subi des guerres où les villes et les peuples ont été anéantis, à passer dans le malheur et la souffrance et la dérive et les maladies. Ils ont dû tout refaire. Donc ils ont compris. Ils ont passé par, comme celui qui il est puni pendant une semaine, et au bout d'une semaine, il commence à avoir une permission d'ouvrir la fenêtre, de sortir au balcon. Alors que pendant une semaine, il n'a pas vu la rue. C'est un peu ça. Donc, est-ce que les Arabes vont un jour passer par là? Il faut une troisième guerre mondiale alors. Ouais, mais alors. Est-ce que vous imaginez par exemple que lorsqu'une telle chaîne sera créée, et il, par exemple, attaque des défauts de n'importe quel régime, est-ce que cela sera admissible? Ben justement, ça dépend de sa structure. Si vous dites une structure indépendante... Indépendante, il faut qu'il soit indépendant. Sinon, ça sera nul. Mais alors, le propriétaire de cette chaîne doit être le peuple arabe? Non, le propriétaire doit être chaque 6 mois un pays, un président, directeur général, un pays, dont on nomme quelqu'un
Et la nomination de ce quelqu'un, comme la télévision, comme l'institution de la télévision en France, ils ont comment on appelle ça, une institution qui, elle, est indépendante de l'État et indépendante de la télévision. C'est elle qui gère les télévisions. Oui. Comment ça s'appelle? L'essentiel pour moi, c'est tout ce qui est technique. Le technique, en fait, ce n'est pas l'administratif. Parce que l'administration, c'est quoi? Bon, d'accord, pour moi, je m'en fiche de l'administration, qu'elle soit peut-être aux mains du diable. Ça ne m'intéresse pas. Mais le contenu, c'est parfois très bien. Oui, le contenu, en fait, ce qu'on présente, les professionnels, les gens capables, par exemple, de transmettre notre point de vue je demande qui vont gérer cette chaîne, parce que dépendamment des gérants, il y aura un contenu. Il faut un concours pour ceux qui peuvent travailler, on va contribuer à cette chaîne-là. Un concours tout à fait transparent et tout à fait correct. Oui, il faut éviter totalement ce qui est piston, ce qui est peut-être... Entre guillemets, permettez-moi d'ajouter, entre guillemets, nous avons encore besoin au Moyen-Orient, et je le dis parce que j'ai vécu en Europe, nous avons encore besoin du savoir et de la technique et de la gérance des pays qui sont aujourd'hui à des niveaux bien plus avancés que tous les pays du Moyen-Orient. Nous avons encore besoin d'eux, nous avons encore besoin de leur Dans quel sens? Dans le sens que quand vous prenez le Moyen-Orient et que vous prenez l'histoire du Moyen-Orient, je me rappelle quand j'étais jeune, je devais avoir peut-être moins de 25 ans, j'ai été en Arabie Saoudite et j'ai été dans la compagnie américaine, l'Aramco. Elle était dirigée que par des Américains et des Européens et des Libanais. Elle n'était pas dirigée par des Saoudiens. Aujourd'hui, vous allez à l'Aramco, il n'y a ni un Américain, ni un Européen. Il n'y a peut-être que des Libanais, évidemment des Égyptiens, des Saoudiens, des Émiratis. Oui. Bon. L'année dernière, par exemple, je suis tombé sur une thèse de doctorat, peut-être de doctorat de magistère, je ne sais pas quoi, parce que je l'ai traduit de l'anglais vers l'arabe. Une surprise, mais tout à fait choquante en fait. L'échec de la saoudisation. Saoudisation, oui. Oui, les causes et les conséquences. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une reconnaissance de l'échec de cette saoudisation. Donc, j'ai repris les paroles de mon collègue. Donc, ils ont la technique, ils ont le professionnalisme. Il ne faut pas l'oublier. Pourquoi ne pas dire, par exemple, qu'on est impuissant jusqu'à présent? Peut-être qu'on a des compétences potentielles, mais on ne l'a pas développé. On ne l'a pas assez développé jusqu'à présent. Et je prends le cas contraire, opposé. Regardez les Émirats arabes, Dubaï, où elle en est, parce qu'elle a ouvert les portes aux Européens, parce qu'elle a ouvert les portes aux gens... Mais ce n'est pas les Arabes qui travaillent là-bas, en fait. Ce n'est pas les Arabes qui travaillent. Les Émirats, ils vivent comme des rois. Et ils sont peu nombreux. Ils ont leur mode de vie. Et les Européens ont leur mode de vie, mais ils savent utiliser on a artificialisé une vie aux Émirats. Bon, mais d'accord, mais moi j'ai l'impression que vous dites que les Arabes sont incapables de leur propre cerveau de faire quoi que ce soit. Non, c'est pas cerveau, de leur propre formation et éducation. Ils n'ont pas encore assez le système éducatif. Ils n'ont pas encore assez d'expérience. Pas tous. Mais je parle dans l'ensemble. Il y a bien des éléments qui sont des sommités, mais ça se compte. Mais bon, on n'a peut-être pas trop bien répondu à la question. Donc, qui va être propriétaire, qui va pouvoir gérer? Enfin, vous préconisez que chaque pays se passe. On pourrait faire une sorte de circonscription, pourquoi pas? C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce sont les individus, les citoyens qui peuvent financer cela. Oui, les citoyens se financent, mais alors qui va gérer? À votre avis, il faut un concours. Donc en fait, des espèces de gens... Même un dirigeant qui n'est pas arabe. Il ne faut surtout pas un dirigeant arabe. Ah bon? Ah oui. Les Arabes, ils peuvent accepter l'étranger, ils n'acceptent pas quelqu'un, un arabe comme eux. Ah oui. À ce point. D'accord, en fait, quelqu'un qui... Oui. J'avais une expérience tout à fait significative à ce propos. Quand j'étais en France, j'étais même en fait, pendant que je faisais mon doctorat. Tu sais, il y avait par exemple des gens qui ont présenté plainte contre les mêmes pour la simple raison que lui, il est marocain alors que les gens sont algériens. Et vice-versa. Donc, c'est le grand problème. Les absurdités. Oui, absurdité. C'est un des problèmes à l'Institut du monde arabe. Il y a un Marocain, un Algérien... La mosquée de Paris, par exemple, premièrement, elle était créée en partenariat Maroc, Algérie, Tunisie, même l'Égypte, le roi Fouad l'a présenté le même barlachère de cette mosquée-là. Après un certain temps,
Ce sont les Algériens. Et les Marocains ont cherché, je ne sais pas, à faire une mosquée là-bas, je ne sais pas. Donc, La compétition. Ouais, la compétition. Alors, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, 5 minutes à peu près, je vais prendre un extrait d'un article de la BBC, c'était le 11 février 2015. Il parlait de la fermeture de la chaîne détenue par le milliardaire saoudien Ibn Talal, qui s'appelle Al Arabiya. C'était une chaîne qui était basée à Bahreïn, qui a été, au bout de 10 heures, la transmission a fermé parce que la chaîne avait invité un opposant chiite, alors que, un opposant du régime, ça n'avait pas plu aux autorités bahreïnies. Et justement, la BBC, en fin d'article, la rédaction avait marqué certains gouvernements donc font pression. Je traduis de l'arabe en français, c'était de l'arabe, je l'ai moi-même traduit en français. Certains gouvernements font pression sur les médias. Ces gouvernements ont persisté donc à bâillonner les voix de l'opposition, obligent les médias à adopter la langue de bois, à supporter le gouvernement ou à encourager le gouvernement mis en place, à s'éloigner d'un média indépendant et qui a pour but d'exposer les différentes opinions. C'était le 11 février 2015. Qu'est-ce que vous pensez de cet extrait? Justement, ce que vous venez de me dire, ou la question que vous me posez, je l'ai cité d'une manière différente. C'est qu'on mélange la politique avec le reste. Ça, c'est de la politique. Bon, c'est vrai que... Mais c'est une vérité. Le problème chiite, le problème sunnite, le problème aléouite, c'est des vérités, c'est des réalités, mais tout le monde est au courant de ces réalités et de ces vérités. C'est seulement les dirigeants qui s'imaginent qu'en les contrôlant, on va les oublier. Mais non, c'est une vérité, elle existe. Il faut savoir respecter les avis, il faut savoir respecter les opinions, même si c'est à l'encontre, dans la mesure où mon avis ou mon opinion est respectable. C'est-à-dire respectable, parce que c'est un peu large, respectable. C'est-à-dire de savoir moi-même m'auto-déterminer. De ne pas chercher à imposer votre opinion sur les autres, par exemple. Voilà, de dire même si je ne suis pas d'accord sur mon opinion. J'impose personne. Je m'auto-détermine par ma façon d'exprimer un avis en disant par exemple, le docteur Kamal qui se trouve avec nous, excusez-moi de dire une phrase fictive, j'aime pas sa gueule. Mais je n'ai pas besoin de dire ça, je dis... Je n'arrive pas à trouver un moyen d'entente avec le docteur. Mais c'est dans le même esprit que je n'arrive pas à me... Ouais, donc en fait, cette chaîne, on pourrait l'imaginer, donc disons, différents journalistes et différentes figures médiatiques avec différentes opinions pour essayer de voir un ensemble, parce que je l'avais dit en introduction, et c'est comme ça, c'est la réalité des médias et du journalisme. Chaque média ou chaque journal répond à une idéologie. Il y a, sans citer de nom, des journaux de droite, des journaux de gauche, des journaux d'extrême droite, d'extrême gauche, des journaux, voilà ce que vous voulez. Enfin, chacun répond à une idéologie. Donc, la neutralité, c'est la solution. Mais est-ce qu'on peut être neutre professionnel? Mais est-ce qu'on peut être neutre? C'est ça aussi le problème. Pour un journaliste, il faut. Pour un journaliste, il faut. C'est ce qu'il faut, mais enfin, est-ce qu'on peut l'être? Si vous voulez, par exemple, être journaliste, par exemple, à Al-Wefd, je ne sais pas quoi, donc c'est à vous. Mais lorsque vous procédez, par exemple, à présenter quelque chose d'informationnel à tout le monde, donc il faut qu'on soit neutre et professionnel, d'une part. D'autre part, cette information, en fait, renseignée par peut-être BBC. C'est la BBC, oui, en BBC, ça ne m'étonne pas du tout. C'est la mentalité arabe. Pour moi, c'est la logique à l'orientale, malheureusement. Ouais. Bon, écoutez, je vais terminer cette émission avec une question qui a été posée en fin d'article. Croyez-vous, c'était un espèce de sondage, toujours de la BBC, le même article, croyez-vous à l'existence d'un média arabe libre, honnête, impartial et indépendant? Non. Non. Pourquoi? C'est encore trop tôt. Ouais. Très bien. Nous avons besoin d'une toute une génération pour ça. Très bien. Et catégoriquement non. D'accord, très bien. Catégoriquement non. Alors c'est sur cette note pessimiste qu'on va terminer cette édition d'aujourd'hui. On va sûrement avoir l'opportunité d'en reparler si les choses vont pour le mieux. C'est la transparence. Il faut la transparence pour qu'on essaie de faire quelque chose de bien dans l'avenir. Très bien. On doit clôturer pour laisser place à nos collègues anglophones. Merci de nous avoir suivis. Donc on vous laisse en leurs mains et on se retrouve à partir de demain, à partir de 10h, heure locale.